Alors on est toujours dans la Mishnah qui nous a listé toutes les différentes ustensiles qui sont interdits, bien sûr le vin et tout ce qui a tous les ustensiles qui ont été utilisés avec du vin. On va parler des gvinotes également. Et la Gemara nous a développé la manière de cachériser les différents ustensiles. Donc on a vu hier, il y a certains ustensiles, on va commencer par le plus simple, qui ne sont pas cachérisables. Il y en a d'autres qui sont cachérisables en les remplissant d'eau 3 fois 24 heures. 24 heures, on vide, on remplit, et à 3 reprises. Certains, il suffit de les rincer et ça suffit. D'autres, en les faisant sécher dans le four, ça suffit. Et une autre manière, c'est après 12 mois. Quel four? Quelle chaleur? Khazak, il a fait mal. Alors, c'est pas précisé exactement c'est quoi la puissance du four. Aujourd'hui, on a les thermostats à l'époque, on sait à combien ça montait. À l'époque, pas forcément, mais en tout cas, ce que la Gemara, oui, elle a fait comme différence, c'est que ça suffira pas de mettre du combustible donc des brindilles de bois dans l'ustensile et d'allumer donc l'intérieur, parce qu'il faudra que ce soit justement une chaleur qui enveloppe la totalité de l'ustensile, que ce soit à l'intérieur et à l'extérieur, et c'est pas la même chaleur, etc. Après, vous avez raison, c'est une bonne question. On ne sait pas précisément mais les fours, c'est un four classique, donc ça se met à l'intérieur, donc ça sèche. Et la logique est que ça sèche l'ustensile qui est à base d'argile, donc le contenu il est asséché, donc il n'y a pas de problème. Donc on a dit ou bien 3 fois 24 heures, ou bien le faire sécher, ou bien des fois ça suffit de le rincer, ou bien 12 mois. Et là on va voir à nouveau et certains birkhad, il n'y a pas de cachérisation possible. Là, on va voir à nouveau dans la suite de la Gemara également la manière de cachériser, mais effectivement 12 mois, c'est on va dire, c'est naturellement les résidus de vin qui peuvent se trouver dans les parois. Donc c'est bon. C'est bon. Voilà, exactement. Ça c'est pour des ustensiles en argile qui ont une absorption. Après, quand c'est du verre, quand c'est recouvert aujourd'hui, ce serait différent. Cristal, il y a besoin. Normalement, ce qu'on fait aujourd'hui avec les verres, et même ça, je crois que c'est une choma, à la khalema, je suis pas certain de ça vérifier, de rincer 3 fois 24 heures, c'est ce qu'on a l'habitude de faire, mais d'après certains, même ça, il n'y a pas besoin. Parce que le verre d'aujourd'hui, le problème, c'est que le verre aujourd'hui, c'est discuté comment je le statue, parce que c'est pas de l'argile de l'époque. D'ailleurs, on a parlé également de la Gemara, il y a certains types d'argile où ça suffira pas de le faire de cette manière, parce que la force d'absorption est tellement importante, donc tellement fort, donc ça suffira pas. Mais en tout cas, il y a cette notion de halakha, donc 3 fois 24 heures, ou bien une fois rincé, et bien sûr, tout ça, c'est, la Gemara a précisé que la manière de cachériser, elle est propre à un usage, particulièrement pour le vin, pour des fûts de vin, puisque l'usage, il est à froid. Mais quand c'est un usage à chaud, c'est différent. En tout cas, on va revenir sur la Gemara, va poursuivre ici. Khartsanim bezagim. Là, on parle plus du vin, mais on parle des peaux. Donc la peau du raisin et les pépins de raisin. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi le problème? Le raisin, on a le droit de manger, acheter le raisin chez le goy. C'est pas du vieil Nesser, n'est-ce pas, le raisin? Le raisin, pas de problème. Alors c'est quoi le problème de la peau du raisin ou les grains du raisin, les pépins du raisin? Alors dans le Yerushalmi, Pour la confiture. S'ils font de la confiture. non, vous m'avez pas suivi. Le problème de Yahin Nesser, le problème c'est le vin du goy, le vin de l'idolâtre. Là, c'est pas du vin, c'est du raisin. Le raisin, il n'est pas interdit. On achète bien le vin, on l'achète pas chez le goy. Le vin, mais le raisin, mais s'il est travaillé le raisin, confiture de raisin. Alors, Khazak, normalement, c'est ça le truc. S'il est cuit, c'est pas pareil. Khazak. Alors, le Yerushalmi dit, je vais vous dire ce qui est rapporté au Yerushalmi, je parle pas de la halakha l'emassé, mais je parle de l'idée. Ici, j'ai pas vu comment tous les Rishonim traitent le sujet, mais en tous les cas, ce qui est rapporté dans les notes au nom du Yerushalmi, c'est Yerushalmi nous dit qu'on parle des peaux de raisin et des pépins de raisin une fois que le raisin est descendu dans le pressoir. C'est-à-dire qu'en réalité, tout ce que Racham ils ont interdit, alors, il y a l'interdiction du vin qui a servi à la Vodazara, ce qu'on appelle le Yahin Nesser, donc c'est le vin qui est interdit d'après la Torah. Racham ont élargi l'interdit, puisqu'ils ont dit tout vin du goy, ce qu'on appelle stamiena, on ne sait pas précisément si ils ont pratiqué un service pour la Vodazara ou pas, on craint que. D'accord? On craint que, et il y a également une autre raison d'interdit, c'est de ne pas boire avec le goy, parce que boire avec le goy, ça risquerait de nous amener à une familiarité, une légèreté, et donc finir par se marier nos enfants avec leurs enfants. Ok, ça on met de côté. Maintenant, ça c'est seulement pour le vin.
Le raisin, non. À partir de quand le vin est vin? Mais à partir du moment où ça descend dans le pressoir. Alors vous allez me dire, oui, il n'est pas vin, il n'est que jus de raisin, effectivement, mais dès le moment où il descend dans le pressoir, il a été pressé, ce qui ressortira de là-bas, eh ben, ça a le statut également de vin. C'est-à-dire que, et comme on va voir tout de suite, on parle de kharsan vezak, donc la peau et les pépins, tant qu'ils sont encore humides, tant qu'il y a encore du jus de raisin à pouvoir, il y a une possibilité d'extirper encore du jus de raisin, eh ben, ce sera considéré comme, c'est pas pire que des tonneaux de vin qui sont imbibés de vin, là aussi, il y a du résidu de vin, et donc c'est pour ça que c'est interdit. Et c'est pour ça qu'après 12 mois, à nouveau, une fois qu'ils sont secs totalement, 12 mois, c'est une période qu'on a déjà vue précédemment, et bien ce sera autorisé. Donc juste on va voir dans les mots. Donc la peau du raisin et les pépins du raisin. Alors kharsan vezagim, c'est une marloquette. Qu'est-ce qui est la peau? Qu'est-ce qui est les pépins? Mais au final, c'est la peau et les pépins des raisins des idolâtres. L'achim asurim, tant qu'ils sont encore, ils sont humides, alors sont interdits. On va voir tout de suite. Ils sont interdits à quoi? Et yeveshim, une fois qu'ils sont secs, alors sera mutarim. Heniou lachim, veniou yeveshim. Qu'est-ce qui définit à partir de quand les statuts, jusqu'à quand plutôt ils sont encore, on considère que ils sont humides et donc il y a encore un petit chouïa de vin à l'intérieur. À partir de quand on considère, après combien de temps on considère que ça, ils sont complètement secs? Amar évidemment, lachin, kol yudbet rodesh. Pendant 12 mois, ils ont encore ce statut et donc on n'aura pas le droit de les consommer, on n'a pas le droit de tirer profit. La Charubet Rodesh, le Yeveshim la Charubet Rodesh. Après 12 mois, c'est déjà considéré sec. Juste encore une phrase, après on va passer à Tosfot. Itmar Amar Chanam Rabbi Yochanan, Kshem Asurim Afilu Bana. Kshem Mutarim Mutar Afilu Ba'achila. Alors, ici, c'est un chidouche. Nous savons que donc, quand on a quand Chachamim ont dit que les raisins, les peaux de raisin et les pépins de raisin sont interdits tant qu'ils sont humides, eh ben ils sont interdits aussi bien à la consommation qu'en tirer profit. On sait que le yaïn nesser, donc ça fait partie des interdits qui sont chamourim, puisque la avodazara, tout ce qui est lié à la avodazara, c'est pas seulement un interdit de consommation. Il y a certains types d'interdits dans la Torah où la Torah nous a pas interdit seulement la consommation, mais la Torah nous a interdit également tirer profit. Et donc là, la Chachamim nous disent, Chachamim quand ils ont appliquer la règle de l'interdiction à l'image d'un yaïn nesser, eh ben ils l'ont mis au même niveau. De même que le vin du goy, j'ai pas le droit de le boire, j'ai pas le droit de tirer profit, et bien pareil, tous les dérivés, on va dire, qui sont en réalité la barrière de Chachamim, par crainte que c'est du vin de Avodazara, et pour la Avodazara, eh ben on est marmire, ça fait partie des interdits qui sont graves, qui sont importants. Alors, l'interdiction, elle est aussi bien pour la consommation que le tirer profit. Donc, on n'aura pas le droit de le vendre, on n'aura pas le droit de le donner à notre animal, etc. Puis, c'est interdit, Bana. La question ici, dans la Gemara, c'est pas précisé 12 mois, c'est le seul paramètre ou bien il y a ces deux étapes. Alors, il nous dit je dis un Tosfot qui est très intéressant, puisque voilà, ça fait partie c'est des choses qui ne sont pas explicites dans la Gemara et c'est les Rishonim qui les ont développées. Il nous dit Rabbeinu Ephraim, et ça c'est intéressant comme idée, il nous dit Rabbeinu Ephraim, cette notion de 12 mois pour que le raisin ait le statut de raisin sec, on va dire ça comme ça, de la peau qui est sèche, eh ben je peux ce procédé-là, je peux le réaliser différemment. Vous savez comment? Je le fais sécher au four. C'est un bon ridouche. Mais c'est un sujet très intéressant parce que jusqu'à présent, effectivement, on a vu ces deux modèles de cachérisation pour les ustensiles. On a dit il y a 12 mois et il y a au four. Donc le four, et donc a priori, c'est ça la source de Rabbeinu Ephraim dans Tosfot. Il nous dit, de même si c'est pas explicite, il dit misvara, il dit c'est une logique. De même que le produit, la peau du raisin, le raisin sec, eh ben il a le statut de sec après 12 mois. Eh ben pareil, je peux procéder, je peux réaliser une procédure qui est plus activée, plus en processus rapide. Et bien maintenant c'est un chidouche, mais en tout cas on l'a vu. Parce qu'avec le raisin sec, on ne peut jamais faire du vin. Chazak, il a fait mode. Alors, c'est une bonne remarque, mais Chazak, il faut non seulement, bien sûr, il a déjà perdu ça, mais ici ne pas oublier qu'on parle d'un raisin qui a démarré un procédure de jus de raisin et donc de vin. Ouais, donc il est sorti du pressoir. Mais en tout cas, Chazak, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'il y a le même résultat avec le four. Donc ça, c'est qu'on avait vu dans la Gemara,
concernant la qualification des ustensiles. Sur ça, Tosfot, il n'est pas du tout d'accord. Il dit pas du tout. D'abord, la notion ici de sécher, il faut rajouter un élément essentiel. C'est pas seulement après 12 mois, mais et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle ici de. Alors, il y a le procédé, il est en deux étapes. Premièrement, c'est qu'on a laissé tremper les raisins et les pots de raisin. Donc, on a déjà vraiment, c'était la pratique, elle était comme ça. C'est ce qu'il nous dit Tosfot. Il nous dit la pratique de qu'est-ce qu'on faisait quand on retirait les pots de raisin, les pépins de raisin, on les laissait tremper pour justement récupérer les résidus de vin. Donc, d'abord, on les laisse tremper et ensuite 12 mois. L'un sans l'autre, si on fait le procédé à moitié, c'est invalide. Et je dis, il y a une phrase de Tosfot que j'ai pas souvenir qu'on le trouve souvent dans le Tosfot, en tous les cas, ou dans les Rishonim, comme Tosfot sur la page de la Gemara. Il dit comme ça pour la conclusion, il dit Vekatav Rabbeinu Tam, Amore Yore Kiben Sorer Umore. Celui qui, donc il a été en opposition sur Rabbeinu Ephraim avec beaucoup de sévérité. Et il dit celui qui veut autoriser et permettre, sans justement que ce procédé-là soit de cette manière-là, à savoir d'abord tremper et en plus 12 mois, alors c'est une qu'on appelle ça, c'est une... c'est un mauvais mot. Oui, il a tranché comme il est comparable au Ben Sorer Omoré, d'accord, Ben Sorer Omoré. Ve'ala yare ruach haboré, et donc et sur moi se déposera l'esprit du bon Dieu. Donc ça veut dire vraiment il était très virulent à ce sujet, très dur. Donc mais ce que je dis c'est intéressant, c'est que la Gemara nous a pas du tout détaillé cette pression, mais il nous dit c'est pourquoi il ne va pas préciser la Gemara, parce que c'était ça le procédé habituel de la peau du raisin et des pépins de raisin. Alors ça c'est le premier sujet. Amar Ravzid, hay dourdaya de Khamra. Dourdaya c'est les shmarim, c'est la lie. D'accord. Donc là aussi à nouveau là on est déjà dans la lie. La lie c'est quelque chose. Alors effectivement c'est vraiment les résidus, mais qui sont en général en fond de bouteille, comme dans des vins pas très voilà. On retrouve des fois pas forcément même des vins pas de premier prix. Des fois il y a des petits résidus qui sont qu'on voit. Alors est-ce que c'est ça les shmarim? Ani le Heda, je pense que les shmarim de l'époque ils étaient encore plus importants. D'ailleurs à nouveau quand on parle de shmarim, ils avaient la lie. Mais la lie, je ne sais pas si la lie qu'on voit aujourd'hui dans les... C'est quelque chose qui était plus important d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, ils pouvaient sortir du vin à nouveau dans ces shmarim-là. Il restait toujours un chouïa de vin qui pouvait être... on laissait tremper dans de l'eau, exploité. Et la Gemara nous dit que l'eau, leur vin était tellement fort que l'eau qui était dans laquelle a trempé les shmarim, ça pouvait avoir le statut de vin également. Même l'eau, d'accord. Il y a du 90% d'eau, je ne sais pas combien de pourcentage, mais ça restait du vin concentré dans ces shmarim. Et donc là aussi, à nouveau, la Gemara nous dit, ces shmarim également, donc on a parlé de la peau, on a parlé des pépins, et là les shmarim à nouveau, c'est des shmarim qui a priori, ils ont plus macéré dans le vin, a priori. En tous les cas, là aussi, là aussi, ils sont après 12 mois, ils sont autorisés. Donc on a parlé de la peau, des pépins, de la lie, et là on parle d'une autre type de cancanim, de tonneaux, goulfés. Donc c'est des tonneaux en argile. Et après 12 mois, c'est cachère, il n'y a pas de procédure de cachérisation nécessaire. Et d'après certains, il suffira juste de les rincer. D'après d'autres, a priori, même pas besoin de les rincer. Et Amar Avchaiva, Ane Avta de Taïaï. Alors, Avta, il y a ici différentes versions. Est-ce que c'est Avta? Est-ce que c'est Arta? En tous les cas, d'après Rashi, on avait dit qu'il y avait les tonneaux, les fûts qui étaient à base d'argile. Et il y avait je ne sais pas, les tonneaux qui sont en bois. Pour l'instant, en tout cas, on n'a pas vu le statut des tonneaux en bois. Peut-être qu'ils n'avaient pas l'habitude d'utiliser le bois à l'époque, en tous les cas, non, il y avait, bien sûr qu'il y avait, mais en tous les cas, la Gemara nous parle essentiellement de l'argile, et différentes catégories d'argile. On avait parlé de l'argile qui est recouvert de plomb, etc. Mais on parle essentiellement de l'argile et des formes de gourdes en cuir. Maintenant, là, on parle d'un fût qui ressemble à une gourde en cuir, mais c'était fait avec un cuir plus épais.
Alors, on aurait pu penser, le cuir est plus épais, peut-être qu'il y aura un statut différent, et peut-être le modèle de cachération sera différent. Là, dit non, c'est pareil. Avta de Taïra, Batatasa Yacheshata, après 12 mois également, c'est autorisé. Amaravacha Bere de Ravika, Hane pour Tsane de Aramae, Batatasa Yacheshata. Alors, pourquoi cette gourde, juste pour préciser, pourquoi cette gourde, elle était particulièrement épaisse? C'était essentiellement les nomades, les bédouins qui les utilisaient, n'est-ce pas? Quand on parle de Taïra, en général, on parle des Ishmaélim qui sont dans les déserts, ils passent un longtemps. Alors peut-être ça conservait davantage, peut-être c'était frais, peut-être. En tout cas, avait différents types de Les gourdes. moutons, je crois qu'ils cousaient les pattes. Et ils en faisaient directement à Voilà. Khazak. En tout cas, voilà, c'est une khémet, c'est une gourde qui était voilà, d'un cuir plus épais que ce qu'on avait parlé jusqu'à présent. On avait parlé les nodotes, d'un node. Il y a Kad, il y a Nod, il y a Chavit, il y a plusieurs noms. Et là, on parle voilà, de Avta. Et donc toujours, on a dit à partir de 12 mois. Amarava Chaver de Ravika, Ane pour Tsane de Aramae. Donc c'est la psolette chez la navim. Alors c'est intéressant, on a parlé de la peau, on a parlé des pépins, on a parlé des raisins secs, donc justement on a parlé des shmarim, de la lie, et là on va parler des résidus. Alors je ne sais pas exactement c'est quoi les résidus. Pour moi les shmarim et les résidus de raisins c'est la même chose. Peut-être c'est justement, il y a deux niveaux, combien ils sont peut-être broyés davantage. Précisément, c'est psolette chez la navim. Psolette, quand on parle de psolette, donc c'est les résidus, c'est... La psolette, c'est voilà, ce qu'on n'a pas l'habitude de garder, ce qu'on jette. Batatrasa yacheshata, alors c'est autorisé. Là aussi, à nouveau, on considère qu'après 12 mois, même s'il y a des résidus de vin, c'est complètement sec et donc c'est autorisé. Amarava chaber drava, ane goulfe, shrime vuchame, des tonneaux. Donc là, on est revenu à des cruches, des tonneaux qui sont en argile, que ce soit les rouges ou blancs, ça veut dire que ceux dans lesquels on a conservé du vin pendant une longue période. Et ça, la différence, pour ça que naturellement, l'argile aura pris une couleur différente. Et on a vu dans le passage précédent, plus la problématique, on va dire, de ces ustensiles dans lesquels on met du vin, c'est parce que justement, le vin est resté longtemps dans ces fûts, dans ces tonneaux, et donc c'est ça ce qui va permettre là une absorption plus forte. Mais là aussi à nouveau, après 12 mois, Bata et Tressa Yacheshata Charé. À mon avis, les deux existaient. Le tonneau, c'est chez le vigneron, et l'argile, c'était pour transporter par bateau, comme dans les amphores. Ces amphores qu'on trouve encore. Là, c'était une sauce qui était faite à partir de. Je pense, c'est pas du poisson. Voilà, Khazak. Mais. C'est bon la soupe de poisson, c'est bon. C'est Boeves. Donc la Mishnah nous a parlé de Mourias et des fromages également du Goy. On va voir c'est quoi la problématique du fromage, puisque voilà. Donc à Mourias, la Gemara dit Mourias Uman Moutar. Donc ce chouman, donc c'est le gras du poisson. Moutar, celui-ci il est autorisé. Pourquoi? Parce que c'est quoi la crainte qu'il pourrait avoir de ce gras-là? C'est à partir de quel poisson on le prépare. Et sur ça, la Gemara nous dit, le mouria, c'était une recette qui était faite à partir de poissons cachers. Mais ça dépend pour qui. Le professionnel, ils utilisent des poissons cachers. Et c'est pour ça qu'automatiquement, c'est une forme de chazaka. On ne craint pas qu'il y ait un poisson pas caché, qu'ils aient utilisé un poisson pas caché. Donc c'est autorisé d'acheter chez le professionnel, d'acheter chez l'artisan, mais pas chez le particulier. Par contre, donc Mourias Ouman, Mouta, donc il n'y a pas de crainte qu'il ait utilisé des poissons pas cachers, et il n'y a pas de crainte également qu'il ait ajouté du vin dans cette préparation. Mais ça, voilà, c'est seulement pour le Ouman. Rabbi Yehuda ben Gamliel Omer, Shomran ben Gamliel, Afr Elek Ouman Mouta. C'est pas seulement Chilak Ouman Mouta. Donc c'est des formes de... Il n'y a pas un problème de bichoun, hein? Ils achètent une soupe chez un goy. Un problème de bichoun goy. Une fois que c'est bichoulé, je veux dire, il n'y a pas un problème de ça? Il n'y a pas Je sais pas, c'est pas précisé ici comment...
Ah, pardon? C'est- Non, pas forcément. Voilà, c'est Ah, pas le précisé. poisson. C'est pas précisé que Lui, c'est. cuit une soupe. Comment tu fais, comment- Non, c'est pas une soupe de poisson. C'est le gras du Le poisson. gras du poisson, Le gras c'est du pas pareil. poisson. Ah. C'est pas une bouillabaisse. C'est Ah, le c'est-à-dire, gras. ils peuvent l'avoir avec des Non, procédés froids, à froid. Oui, Ouais, c'est pas une bouillabaisse, voilà. il gratte. Il y a des poissons qui sont gras. Ah ouais, ouais. Bah, c'est pas terrible, hein, au niveau. Pas très comestible, quoi, froid. Quoi. Peut-être au sein d'une recette. Ça serait dans une recette plus compliquée, quoi. Ouais. C'est un des produits, quoi. Donc Rilak, c'est des petits poissons qui sont vendus en grand volume. Et c'était a priori, donc ils pêchaient ces types de poissons dans un. On est tiré avec ça. Là maintenant on est passé à autre chose. On parle de petits poissons très particuliers qui s'appellent sultanite, dans la chaîne de la Mishnah, c'est une catégorie de poissons qui n'a pas, quand le poisson est jeune, on ne voit pas les écailles et les nageoires, et c'est seulement après qui les développe, et on sait que en soi c'est pas un problème, comme on a vu dans le Rambam. C'est la catégorie du poisson, c'est pas les écailles et les nageoires qui cachérisent le poisson, c'est la catégorie qui est. Qui est cachère. Voilà, donc c'est une catégorie cachère. Ah, aujourd'hui, là, on n'a pas encore. Il y a deux cas possibles. Ou bien qu'il ne les a pas encore, ou bien qu'en sortant de l'eau, il les perd. Ça, c'est deux catégories, donc le poisson, il est cachère. Maintenant, le goy, quand il vend cette catégorie de poissons qui, quand ils sont petits, ils n'ont pas les écailles nageoires, eux, ils se permettent de vendre en gros avec d'autres types de poissons qui ne fait pas partie de la catégorie cachère. Et donc, celui-ci, il ne sera pas cachère. Sur ça, il nous dit Rabbi Chanan ben Gamliel que le Ouman, le professionnel, on va dire ça comme ça, eh ben, lui, il fait attention et il vend avec précision, il fait un tri, et donc on peut acheter chez lui parce il est confiant, et normalement on leur fait confiance, et donc il fera le tri de ne vendre seulement du kasher. À nouveau, c'est pas qu'on fait confiance en particulier à la personne, mais c'est qu'ils avaient une pratique qui était rigoureuse, ou qui était une habitude qui était bien respectée, et donc on peut se permettre de leur faire confiance. Donc Afrila Kuman Moutar, Tane Avimi Bere de Rabbi Avaou, Mourias Ouman Moutar, on revient au Mourias, donc c'est cette fameuse sauce, à partir du gras de poisson, qui était autorisée, comme on l'a dit, d'abord parce qu'on ne craint pas qu'il y ait eu un mélange de poisson pas cachère, et il ne rajoutait pas du vin. D'autres, par contre, le particulier, il pouvait faire toutes sortes, il n'y avait pas de règles, il faisait à sa façon. Moutar, Outanela, donc Mouria Souman Moutar, ou Outanela, Veu Amarla, Pam Rishon, Vesheni, Moutar, Shlishi, Assour. Tout ce qu'on a autorisé, c'est seulement les premières. Donc, comment ils obtenaient ce gras du poisson? C'est qu'ils laissaient le poisson macérer dans du sel, et donc le sel puisait et absorbait ce gras, et donc il y avait ce gras salé qui en découlait. Et ce procédé-là se faisait à plusieurs reprises. Donc, la première fois, il y a le gras du gras, n'est-ce pas? Il y a le plus beau, la plus belle partie, le plus beau, le premier gras. Et on le faisait à 2 et 3 reprises. Ça, la Gemara a dit, ce qui est fait, la première pression, n'est-ce pas? Et la deuxième, cachère. La troisième n'est déjà pas cachère parce que automatiquement, il n'y a plus beaucoup il reste pas grand-chose. Et donc, naturellement, il rajoute toutes sortes de choses qui les rendent problématiques. Nous parlons de Chéni. Moutar, Shlishi, Assour, Maïtama, pas Nefshi Shumanu, l'autre c'est Khamra, Mikal Vaila, Rabou Khamra. Les premières fois, du fait qu'il y a du gras, donc il n'est pas nécessaire de rajouter du vin qui permettait, a priori, de réaliser et d'obtenir ce résultat. Alors que donc les premières fois, il n'était pas nécessaire, donc on ne craint pas que c'était rajouté. Par contre, la troisième fois, c'est déjà interdit, et a priori, même pour le Ouman. Tout ce qu'on a dit que l'artisan, donc le professionnel, on peut acheter chez lui sans craindre, c'est parce que justement, les premières fois, il n'y a pas de raison de craindre. Aujourd'hui, c'est intéressant comme on voit la Gemara, ça nous paraît prématuré, ça nous paraît lointain, alors effectivement, mais on retrouve aujourd'hui qui rajoute toutes sortes de protéines, comme il nous a rappelé hier, Zachar Letov, qui aujourd'hui dans les farines, ils rajoutent des pourcentages d'insectes pour protéiner les farines. Eh ben, ça ressemble un petit peu à ça. Normalement, quand on a un bon produit,
On n'a pas besoin, on n'a rien besoin de rajouter et on le prend à l'état pur. Si on a besoin, si le produit il est déjà, voilà, il a déjà perdu ses caractéristiques, il a perdu sa qualité, et ben on est tenté à rajouter toutes sortes de choses, comme à l'époque de la Gemara, il a rajouté du vin pour faire une saumure qui est qui a du goût, qui a de la mamachoute. Et ben aujourd'hui, il rajoute des protéines de n'importe quoi dans les farines. Il faire un communiqué pour la Ouais, communauté. il y a, Il y a des effectivement. farines qui Oui, il y a permis il y a des labels. Ouais, ouais. Il faudrait. pour Tu as pas raison. utiliser Chazak. vers l'autre merchant. Ah, Là, ouais, j'ai bah. pas compris le pshat, Sarah. L'Agma, elle ramène une histoire avec un bateau. Donc, c'était un bateau de commerce qui transportait du Mourias. Deate, Nimela de Hako, qui arrivait au port de Hako. Otim Rabbi Abba de Minako, C'est pas Neturé pour Baada. manger, peut-être, le brouillard, c'est peut-être une pour, je sais pas, pour isoler. Non, non, je Mais sais non, pas. mais non, Non, je sais pas, non, peut-être. non, non. Peut-être qu'il y avait d'autres utilisations, je sais pas. Otem Rabbi Abba de Minako, Neturé Baada. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Abba? Rabbi Abba, il a placé des chomrim, des superviseurs. L'Agma dit à Marley Rava. Rava lui dit, je comprends pas. Le bateau vient d'arriver. Et tu mets maintenant des superviseurs. Et jusqu'à présent, qu'est-ce qu'il a gardé? Qu'est-ce qui nous garantit? Jusqu'à présent, c'est un produit du goy. Donc c'est un produit du goy. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de chômeur. Maintenant, il arrive au port, tu mets des. Mais si, parce qu'arrivé au port, il va être débité en petits morceaux, on ne va pas savoir. Chazak. C'est quoi. Donc là, il faut des chômeries. Ok. Alors là, on a dit comme ça. Marley Rava, Adaïdna, Manatra. Qu'est-ce qui est supervisé jusqu'à présent? À Marley, il dit non. Adaïdna, Nichushla, Lema Nichushla. Il y a quoi à craindre? Imishum, Demarve Bechamra. Craindre qu'ils ont rajouté du vin, comme on a dit. Non, parce qu'on a dit les premières fois, Kista de Murias Beluma, Kista de Chamra Barbaloumé. Il a dit non. Il n'y a pas à craindre qu'on rajoute du vin. Pourquoi? Parce que le vin est plus cher. Ça ne vaut pas la peine de mélanger du vin pour obtenir du Mourias. Le vin, tu vas le vendre en l'état de vin, tu vas mieux le vendre que du Mourias. Donc pourquoi craindre qu'ils ont rajouté du vin pour obtenir du Mourias qui est vendu moins cher? Et à nouveau, on voit que toutes ces svarot, toutes ces logiques, tous ces raisonnements, ça établit une forme de chazaka. C'est pour ça que, par exemple, à Pessah ou autre, ça fait déjà des dizaines d'années, pour pas dire presque 100 ans, des dizaines d'années où l'amidon de maïs, il a été développé davantage, ça a pris le dessus sur l'amidon à base des céréales, et il était moins cher, etc. Donc on craint moins par défaut, on considère que, après à nouveau, il faut toujours être à jour et savoir précisément qu'est-ce qui se passe dans les industries, mais en tous les cas, c'est une logique comme on voit ici. Si le produit il est moins cher et si c'est quelque chose qui existe, pardon. C'est une logique commerciale. Une logique commerciale. Pourquoi tu veux, à part, voilà, comme on trouve, et pareil pour le lin et la laine, autrefois les habits étaient de grande qualité, donc ils utilisaient des fibres de lin pour toutes les parties des vêtements, particulièrement des costumes qui ont besoin d'être renforcés. Aujourd'hui, c'est du prêt-à-porter, c'est du fast-food. Et ben, ils n'utilisent pas. Mais effectivement, on le retrouve dans les grandes marques. On va trouver qu'ils ont gardé les anciennes pratiques et systématiquement, avec un grand pourcentage, comme je me souviens quand on était plus jeune, mais je pense qu'aujourd'hui encore, on parle des costumes boss, par exemple, pour parler du chatnez, et ben systématiquement, un grand pourcentage, on trouvait du lin. Ils ont gardé mais dans le grand marché, non. Ben c'est pareil, il dit ici, pourquoi utiliser pour le lin aussi, c'est une fibre qui est chère relativement. Ils utilisent plutôt du plastique, n'est-ce pas, pour faire du synthétique, ils utilisent, bien sûr. Et donc, pourquoi utiliser des produits chers alors que ce produit lui-même, vend-le séparément, tu vois? Alors, peut-être c'est intéressant parce que il y a celui qui vend du Mourias, lui, il est vendeur de Mourias, il n'est pas vendeur de vin. Donc, lui, il veut que sa boutique soit achalandée. Et qu'est-ce qu'il fait quand il n'en a plus? On peut supposer qu'il va effectivement faire usage il va déployer des moyens, même s'ils ne sont pas les plus rentables, mais pour avoir du produit, n'est-ce pas? Mais en tous les cas, l'Agma, comme ça qu'il a dit, comme s'il a répondu, Ravacha, Rabbi Abba, Deminako, il a répondu à Rava, jusqu'à présent, il n'y avait pas lieu de craindre qu'il y ait un rajout de vin, donc dans le procédé, pour permettre à obtenir le résultat, parce que le vin c'est plus cher, alors que, et maintenant,
Par contre, maintenant, en arrivant au port, alors peut-être que c'était à Akko particulièrement, le vin était pas cher. Donc le pays d'origine ou le lieu d'origine d'où est venu ce Mourias là, c'était pas là-bas, c'est pas rentable d'utiliser le vin parce que le vin il est plus cher que le Mourias. Et pourquoi rajouter du vin dans le Mourias? Par contre ici, en arrivant au port, peut-être qu'au port il y a plus d'affaires, il y a plus de peut-être il y a tout plus il y a plus de produits, il y a plus de disponibilité, il y a plus de et donc là on peut trouver du vin qui est pas cher et donc à partir de maintenant il peut avoir ce risque qui est du vin qui soit rajouté. Amar la Rabbi Yirmiyah la Rabbi Zera, Dilma aidé des tsoratou. Peut-être que toi tu me dis qu'ils sont venus d'un endroit où le vin est cher, etc. Mais peut-être qu'ils sont venus du Tsor, des Chavé Khamra. Le vin là-bas, il n'est pas cher. Et donc, oui, il faut cette information. Toi, tu ne sais pas c'est quoi la provenance. Aujourd'hui, on sait, n'est-ce pas, un conteneur, il vient, il y a la provenance, on sait et avec tout ça, il y a des, n'est-ce pas, il y a des, on arrive à, oui, bien sûr, parce que en général, les fabricants, ils ont des tarifs prévus et réservés pour certains pays qui ne vont pas appliquer pour d'autres pays, etc. Donc, et malgré tout, il y a entre les transitaires, il y a des arrangements avec les transitaires. Mais normalement, de manière générale, on connaît la provenance de chaque chose. Et d'ailleurs, je crois que c'est la loi, n'est-ce pas, que ce soit n'importe quel produit, ça doit être, voilà, on doit révéler le pays d'origine. Donc là, il lui a posé la question, d'où tu sais d'où vient ce mot? Peut-être qu'il vient d'un lieu où le vin n'est pas cher. Des Chavé Khamra, Amarle, Atam, Ikule Upshoroika. Là, on m'a dit non, là-bas, on ne craint pas qu'il est venu de là-bas. Pourquoi? Parce que les bateaux ne viennent pas, l'accès au bateau là-bas, il n'est pas évident parce qu'il y a les chutes de neige et il y a des rivières qui sont pas appropriées qui ne sont pas navigables. Et donc, on craint pas qu'il vient de là-bas. Gvina Betunaike, on passe à un sujet suivant. Le suivant, c'est des fromages. Des fromages, parce que c'était du fromage qui était Betunaike, donc c'était une fabrique. Et Betunaike, ou un nom de Gvina, ok. Et sur ça, on a vu dans la Mishnah, est-ce que le niveau d'interdit, c'est niveau 1, et donc interdit, Rabbi Meir dit, c'est interdit à la consommation à un tiré profit, et d'après Khamim, c'est interdit seulement à la consommation, mais c'est pas aussi Khamon, c'est pas interdit Bé'ana. Et sur la Gemara demande, c'est quoi la raison de l'interdit? La Gemara dit, parce que les veaux qui sont shrités dans cette région-là, en majeure partie, ils sont shrités pour l'Avodazar. Donc en réalité, tu as réalisé t'as produit du fromage à partir d'un veau qui était shrité pour l'Avodazar. Alors même vous allez me poser la question, oui. Pourquoi shrité pour l'Avodazar, c'est-à-dire? Alors, ou bien c'est une offrande directe, une offrande, ouais, égorgée, shrité, c'est shrita, égorgée, ouais. Donc oui, une offrande. Alors, est-ce qu'ils offraient la bête ou pas? Ça, je ne sais pas. Et ce qui est intéressant, on peut se poser la question, le fromage. Mais le lait, il est avant la shrita, d'accord? Donc il faut comprendre qu'est-ce qu'il doit y avoir. Mais a priori, c'était peut-être réservé pour l'Avodazara. Donc on craint qu'il y a de l'Avodazara. D'accord? Mais en tous les cas. Il y a eu le même problème avec les perruques pour les femmes. Khazak, exactement. Voilà. Exactement. Qu'ils avaient une certaine pratique. Khazak. Incroyable. Pour les femmes. Alors, on demande qu'est-ce que tu as besoin de préciser Rov Agalim? Qu'est-ce que tu as besoin de préciser que la majorité? Donc, déjà, encore une fois, c'est une question, c'est une remarque intéressante. C'est quoi la problématique des Agalim? Puisque le veau, c'est en période finale, on va dire, ou à un moment donné, alors que alors, Mechila, juste un instant. D'abord, c'est Agalim. Pour préciser, c'est Agalim, parce qu'on va voir ici le fromage. J'ai oublié de mentionner quelque chose d'essentiel. Le fromage, il n'est pas à partir du lait qui est très des veaux. C'est la mesure, l'intestin. Ben oui, c'est l'intestin khazak, parce que c'est pas le veau qui donne le lait. Le veau, il est encore veau, d'accord? Donc mais le problème, c'est les intestins. Et donc là, on a donc c'est vrai qu'ils vont être shrités, mais à nouveau. Donc ça veut dire que les intestins, quand ils ont macéré, ils ont fermenté dans les intestins. Donc il y a de l'interdit dans le fromage, c'est la problématique. Mais même sans l'histoire d'Avodazara, Parenthèse, la Gemara demande, c'est quoi la problématique de ce
fromage qui a fermenté, où son procédé, il était dans la keva de ces agalim qui sont Avodazara, Rabbi Meir, il est chochesh les miouta, c'est-à-dire qu'il prend en considération même le cas qui n'est pas le cas extrême, ça veut dire on est chochesh, même s'il y avait un certain nombre qui n'était pas la majorité des veaux, ça devrait également être interdit, parce que Rabbi Meir, il est chochesh les miouta, il prend en considération même la minorité. Dès Rabbi Meir, l'agma demande, Maïria rov agalim, afilou miou, dès Rabbi Meir chochesh les miouta. L'agma dit, non, Yamart rov, Ika miut. אלא יאמר מיעוט, כיוון דעיקר רוב הגלים, דין שחטאים עבודת כוכבים, ועיקר נשאר בהמות, דין שחטאים עבודת כוכבים, אבל למיתה דמיעוטה, ומיתה דמיעוטה לא חייש רבי מאיר. Effectivement, Rabbi Meir, c'est sûr qu'il prend en considération et il craint même le cas qui n'est, même la minorité, il craint la minorité. Donc effectivement, s'il y avait, on se trouve dans un endroit ou dans un contexte où majoritairement c'est autorisé parce qu'il n'y a pas d'une pratique interdite par exemple, et la minorité des veaux ne sont pas shrités pour la vodazara, donc effectivement Rabbi Meir il aurait interdit. Mais là il y a deux miout, c'est comme si on venait dire que il y a deux raisons, il y a deux paramètres, il y a deux possibilités, c'est un troisième X, n'est-ce pas? Il y a d'abord savoir si ça vient du veau, ça vient d'une autre bête. Est-ce que ça vient, et si ça vient du veau, est-ce que ça vient des veaux qui sont shrités ou pas shrités? Donc s'il y a une majorité shrités pour la vodazara ou pas, donc s'il y a une majorité de veaux, la majorité des veaux sont shrités pour la vodazara, donc en réalité tu as un safek, tu as un doute. Est-ce que ça vient des veaux ou est-ce que ça vient pas des veaux? Mais si ça vient des veaux, majoritairement c'est interdit, donc c'est interdit. Par contre, si il n'y a pas la majorité des veaux qui sont shrités pour la vodazara, donc c'est quoi ton safek? Tu as trois safek ici. Peut-être ça vient pas du veau. Peut-être ça vient du veau qui n'est pas shrité la vodazara. Peut-être ça vient shriter la vodazara. Donc là, ça aurait été miouta des miouta. Ce qu'on appelle, c'est déjà c'est la minorité. Ça aurait été la minorité de la minorité. Et là, même Rabbi Meir est d'accord que dans ce cas-là, on ne craint pas et on ne va pas être marmir. Alors maintenant, aujourd'hui, il y a plus de problème. Il y a plus de choses. Et les veaux, ils sont pas. On continue la Gemara. Qui les de crème maïavé. La Gemara demande, ok. Et alors si c'était fait pour Avodazara. Veha atou décharé. D'itma ashochet tabema. L'isrok d'am avodat kochavim. L'aktir chelba l'avodat kochavim. Rabbi Yochanan marasura. Kasa mechashvina. Mais avoda l'avoda. C'est quoi le problème? Toi, tu me dis que la shrita, elle est faite pour l'Avodazara. Mais ça, on sait qu'au sujet de shrita de l'Avodazara, on sait qu'il y a une marloquette, Rabbi Yochanan et Shlakish, concernant celui qui shrite dans l'intention, donc il shrite la bête, dans l'intention d'offrir une partie de la bête pour Avodazara. D'accord? Ce qu'on appelle, il a une marshava aujourd'hui au moment de la shrita, mais pas pour que la shrita soit pour l'Avodazara, mais pour qu'il y ait un autre service pour l'Avodazara. Une autre étape, ce sera pour l'Avodazara. Mais à l'instant T, la shrita, c'est pas pour l'Avodazara. Mais je shrite maintenant, cette action, elle est pour que la prochaine étape, ce sera pour Avodazara. Est-ce que c'est un problème ou pas? C'est ce qu'on appelle mechashvin, mais avoda l'avoda. Il y a une marshava aujourd'hui, mais en réalité, c'est pas dans ce que je fais, je me projette à une étape suivante. Donc, donc, celui qui égorge une bête dans l'intention d'utiliser le sang pour la vodazara. C'est la pratique de faire une zrikat adam, comme à l'image de Amavdi, de ce qu'on fait au Beth Amikdash. Donc lui, l'intention, c'est pas que la bête soit à vodazara, mais il veut seulement le sang. Est-ce que la bête est également problématique ou pas? Donc Rabbi Shimon ben Hakim dit à Rish Lakish, toi-même t'as autorisé. C'est vrai que Rabbi Yochanan a interdit, mais toi-même t'as autorisé. Donc si toi-même t'as autorisé, c'est quoi le problème de la keva ici? Et donc, Ditma, Ashochet abema lizrok dama lavodat kochavim. Ashochet abema lizrok dama lavodat kochavim. Donc au moment de la shrita, lui son intention c'est pas que la shrita soit pour la vodazara, mais c'est pour utiliser le sang, ou bien la ktir et trelba, ou bien pour offrir le gras de la bête. Rabbi Yochanan marasura, kasav merch min avoda. La avoda, il y a le finan chut, mais avodat pnim. On fait une comparaison, on fait un parallèle. Donc, de même que au Beth Amikdash, si ça avait été fait de cette manière-là, ça aurait été invalide. Mais chashvin, mais avoda, la avoda. Si au moment de la shrita, n'est-ce pas, c'est quoi la notion de pigoul? Pigoul, c'est quoi? C'est quelqu'un qui shrite avec une intention de réaliser une partie du service ou une partie de la consommation de la bête en hors temps ou hors lieu.
Donc même si au moment de la shrita, c'est pas la shrita la problématique, c'est la pensée de ce qu'il va faire par la suite. Et bien dès le premier instant, c'est invalide. Même si ensuite, il a tout bien fini, il a changé d'avis, il a fait tchouva, cette marchava qui était au moment de l'action, au moment du service, elle invalide la suite. Donc on voit bien qu'au Beth Amikdash c'est un problème, et bien pour Avodazara, m'a dit c'est pareil. Celui qui a une pensée de Avodazara au moment de la shrita, même si c'est seulement une pensée qui est pour dans le futur, c'est un problème d'après Rabbi Yochanan. Mais Lakish dit non, on ne fait pas de comparaison entre ce qui est à l'intérieur du Beth Amikdash et ce qui est à l'extérieur. Resh Lakish Amar, Muteret, Amarle, Terminach. Il lui a dit, Resh Lakish lui a répondu à Rabbi Hakim, Terminach Shartach. Donc il a reconnu que c'était une belle remarque, une belle question. Donc il lui a demandé contradiction entre tes propos. Et il a dit effectivement, mais je pourrais trouver un cas de figure où il a dit on parle de ce qu'on craint, c'est que au moment de la shrita, il a l'intention déjà d'avoir la pensée de l'Avodazara, et la pensée de l'Avodazara n'est pas après en deuxième temps, mais c'est au moment de la shrita. Donc à nouveau là aussi il faut rentrer dans le détail de leur pratique, comment ils pratiquaient ces offrandes. Et donc Rish Lakish dit effectivement pour trouver une explication qui interdirait de consommer ces fromages-là, on est obligé de dire que c'était Avodazara déjà depuis le premier instant, Bigmar Shrita ou Ovda. Amar Avda Shal Rabbi Shmuel. Donc là, la Gemara nous a raconté une histoire qui s'est produite entre Rabbi Ishmael, donc Rabbi Yehuda, témoigne que Rabbi Ishmael a posé une question à Rabbi Yoshua quand ils étaient en chemin. C'était quoi la question qu'il lui a posée? C'est quelle est la raison de cet interdit? Et Rabbi Yoshua lui a dit justement, comme nous avons appris, parce qu'il laisse macérer, il laisse fermenter, il laisse devenir fromage dans les intestins de la bête. Et sur ça, il lui a dit, Rabbi Ishmael lui a dit, ton explication n'est pas suffisante. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé qu'il n'y a pas d'interdiction de tirer profit de la keva, donc des intestins du korban. Et ce qui est korban, normalement, devrait être plus interdit que ce qui est nevela, ce qui n'est pas caché. Il n'est pas caché. Si on a vu que dans la keva du korban, ce n'est pas interdit au profit, là aussi, ça ne devrait pas être interdit au profit. Et sur ça, il lui a dit non, c'est pas seulement parce que c'est du pas caché, mais c'est parce que c'est Avodazara. Quand c'est Avodazara, c'est plus Ramour. Et sur ça, il lui a dit, et sur ça, il lui a demandé si c'est parce que la pratique et ces fromages-là sont faits avec de la Avodazara, donc ça ne devrait pas seulement être interdit à la consommation, ça devrait être également interdit à tirer profit, donc on ne pourra pas commercialiser ou donner à sa bête, etc. Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans la Mishnah. La Gemara nous dit Amaravar Deboy, Amaram Kadesh, Beperesh, Shor Aniskal. On sait qu'un Shor Aniskal, donc un Shor, c'est l'exemple de la Torah, d'un taureau qui a meurtrier, donc qui a tué qui que ce soit, mais on sait très bien que cette règle ne s'applique pas seulement pour le taureau, elle s'applique pour tout animal. Même un poulet, un coq qui a tué un bébé, l'oalénou, ou un oiseau, n'importe quoi, qui a tué un humain, eh ben, qu'est-ce qu'on fait de cette bête? On la skille, on la lapide, n'est-ce pas? Ce qu'on appelle shor aniskal. La Torah elle a pris l'exemple du taureau, parce que chez le taureau, c'est plus fréquent. Alors c'est très intéressant, on m'a raconté que les éleveurs de vaches, ils sont armés parce que des fois, les taureaux en fin de vie, ils se rebellent contre leur éleveur. Donc il faut qu'ils soient prudents. En tous les cas, le taureau, il peut avoir comme ça, alors que normalement c'est une bête qui est domestique, on travaille, donc il a l'habitude de vivre avec les humains, et bien malgré tout, il peut avoir comme ça un revers de situation où du jour au lendemain il devient meurtrier. En tout cas, donc la bête qui a tué, le digne de cette bête-là, c'est qu'elle devrait être exécutée, elle est skillée. Et la Torah nous dit qu'une bête qui doit être skillée, elle est assourbeana. On ne peut pas en tirer profit, on s'est marqué Ashor Sakel Vugamba Yavumat. Ici, on apprend qu'il y a une interdiction de tirer profit de la bête. Est-ce qu'il y a un interdit de tirer profit des excréments de la bête? Les excréments de la bête sont interdits ou pas? C'est la question de la Gemara. Amar de Moimara,
Ah, mais Kadesh, donc c'est quoi Des engrais. des engrais. Maintenant, si tu peux pas tirer profit et tu as voulu quand même en tirer profit, eh ben ton profit, il t'appartient pas. Je m'explique. Le cas type, on va dire, c'est celui qui aurait donné à une femme, en guise de mariage, un objet ou autre, comme on avait vu dans le passage précédent, qu'il y avait des objets qui étaient construits, qui étaient confectionnés à partir de glalim, à partir d'excréments. Et donc, si tu me dis que c'est Assour Be'ana, donc si la Torah m'interdit d'en tirer profit, eh ben, je ne suis pas considéré propriétaire. Si je ne suis pas considéré propriétaire, même si tu les donnes à quelqu'un, tu les donnes en l'occurrence, tu les donnes à une femme en guise de mariage, eh ben, du fait que tu n'es pas propriétaire, ça s'appelle que tu lui as rien donné. C'est la définition de donner, c'est que tu es propriétaire, tu détiens quelque chose et tu les donnes à quelqu'un d'autre. Maintenant, si la Torah t'interdit de profiter, tu n'en es pas propriétaire. Donc c'est la question de la Gemara. Est-ce celui qui souhaiterait donner à une femme des glalim, de bêtes qui est assour be'ana parce qu'elle doit être lapidée, est-ce que la femme elle est mariée ou pas? Donc est-ce qu'il est un titre de propriété ou pas? Donc à Mekadesh, Befer sur un iskal, Mekudeshet. C'est pas tellement un beau présent, mais bon. Toi, tu dis, c'est pas, n'est-ce pas, c'est pas comme ça qu'on honore. Imaginez qu'il coupe la corde, qu'il fasse un pain de pain. Des cordes, on fait des Alors, pains. Khazak, maintenant, non, mais là on parle de faire, on parle des excréments. C'est des excréments. Alors, les excréments, ils faisaient des ustensiles. Mais je vais te dire, je vais te répondre à ta question. Il y a différents types, comme on nous disait tout à l'heure, il y a différents interdits ou choses où la Torah interdit Béana, comme Chametz Bapessar, Shoran Iskal, Avodah Zara. Donc, il y a différents éléments qui sont interdits Béana, et malgré tout, la Gemara nous dit, Rav Ardeboy nous dit, nous fait une différence au nom de Rav. Si tu as utilisé les excréments de la bête qui doit être ce qu'il est, la femme elle est Mekudeshet. Par contre, si tu as utilisé de la Avodah Zara, elle ne sera pas Mekudeshet. Et là, c'est une question, c'est quoi la différence? Les deux, ils sont à Béana, a priori. Les deux, l'origine, c'est quoi la différence? B, Feres. Mais c'est la bête qui est Avodah Zara. Les excréments, non. Et si tu considères, Miman Afshar, c'est la question, elle est deux choses l'une. Si tu considères que les excréments de la bête, c'est la bête, alors même le Shorniska, ça doit être interdit. Mais pour le taureau qui doit être lapidé, tu me dis, le taureau lapidé, t'as pas le droit d'en tirer profit. Les excréments, t'as le droit ou pas? Si tu dis oui, ça veut dire que les excréments ne font pas partie de la bête. C'est quelque chose de la Torah, quand elle interdit la bête et pas les excréments. Par contre, et donc, pour la Vodazara, c'est pareil. C'est vrai que la bête, elle est une bête d'Avodazara, mais les excréments, non. Donc, ou bien dans les deux, ça doit être interdit, ou bien dans les deux, ça doit être autorisé. Là, je vais dire, non, il y a une différence. Iba etema svara, viba etema kra. Si tu veux, je te donne une explication qui est basée sur une logique, et si tu veux, je t'amène même un appui à partir d'un passouk. Il le dit comme ça. Iba etema svara, gabe egla avodat kravim, nichale benifre. Et donc, aval gabe shor neskal, lo nicha benifre. Un taureau, une bête qui est réservée pour la vodazara, la personne, elle est intéressée qu'elle soit engraissée. Elle a un intérêt, c'est quelque chose, ça va être plus, comment on appelle ça, Plus honorifique. plus honorifique, tout simplement. C'est une bête qui est grasse, c'est une bête qui est. Et donc. Les excréments, ils ne seront pas les mêmes aussi. Et donc, en réalité, cette bête-là, automatiquement, on la nourrit différemment. Automatiquement, le propriétaire, il est intéressé de l'engraisser. Donc, il était intéressé même de ces excréments avant peut-être qu'ils sortent du corps de la bête, de manière à ce qu'elles paraissent grasses. Alors que le Shoraniskal, j'en ai rien à faire. J'ai pas d'intérêt de ces parties de la bête. Deuxième explication, en réalité, c'est qu'on a un pasouk qui montre qui exprime l'interdit de la Vodazara plus sévèrement que les autres interdits. C'est marqué Loïd Bag Beatramiuma, tu ne retiendras rien dans ta main, rien ne se collera à ta main de la Vodazara. C'est un pasouk supplémentaire, c'est pas seulement Loïd Bag Beatramiuma, rien. Mais moi, c'est vraiment rien de rien. Donc même les excréments, ils sont interdits. Alors que Shor Niskal, c'est marqué, dans Shor Niskal, c'est marqué Velo Yachel Bessaro, tu ne mangeras pas sa chair. Bessaro, Assour, Apircho Mouteret, donc ici je déduis, c'est seulement la chair, seulement même si tu vas dire la cuir, le cuir également, la peau, mais en tout cas pas le pérèche, pas les excréments. L'agma, juste quelques lignes encore.
Là, je sais pas si on a les deux points juste après. Donc la Gemara dit Amarava Tarva Utanini. Ces deux enseignements-là, ils sont enseignés dans la Mishnah en réalité. Mideka Amarle, donc la Rava veut dire, tu sais quoi, moi j'ai un appui à partir de la Mishnah que les excréments de la bête, ils sont interdits Béana, et donc je peux pas marier une femme, s'il les a donnés à la femme en guise de mariage, elle n'est pas considérée mariée. Pourquoi j'apprends à partir de la Mishnah? Qu'est-ce que c'est la Mishnah? Mideka Amarle, Miptesha Midim Be, Kevat, Nevela, Vekamar Darle, Valo Kevat, Olachamwa, Mikivat Nevela. Donc dans la Mishnah, on a vu que Rabbi Ishmael a posé la question à Rabbi Yoshua, et Rabbi Ishmael a objecté à Rabbi Yoshua. C'est quoi la problématique de la bête pas cachère? Arrêt, la bête qui est Olag, donc qui est Kodesh, elle est censée être plus interdite, et je vois que Ramim n'ont pas interdit. Michlad Isurana, Shavé, Charou, Pirchayou. D'ici, j'en déduis que la preuve de Rabbi Ishmael était, même si la bête qui est sacrifiée, qui est Korban, elle est à Surbana, je n'ai pas le droit d'en tirer profit. Et malgré tout, j'ai le droit de tirer profit de la Kevat, qui est le Pérech, qui est quelque chose qui n'est pas offert. C'est les restes. Alors, on a dit tout à l'heure Gilalim, et là on parle de vraiment même de la Keva. Donc même on voit que même si la bête en elle-même, j'ai pas le droit de tirer profit, mais les restes de la bête, ce qui est les déchets de la bête, j'ai le droit de tirer profit. Donc c'est pas parce que une bête on interdit de tirer profit que toutes ces particules sont interdites. Alors que, et à ça, il a surenchéri, Rabbi Yoshua, il a dit non, la problématique, c'est pas parce qu'on laisse fermenter dans les intestins de la bête du pas cachère, de la nevela, mais c'est parce qu'on la laisse dans la bête qui est Avodazara. Donc, il en sort, c'est explicite dans la Mishnah, qu'il y a différents niveaux d'interdiction de tirer profit. Il y a l'interdiction de tirer profit qui est classique, comme les korbanot, comme tous les autres interdits, et il y a l'interdiction de Avodazara qui est plus ramour, qui est plus sévère, comme on vient de dire, parce que c'est marqué dans la Torah, tu ne resteras rien entre tes mains de l'Avodazara. וכמה דרלי, ומידי כמה בקיבת הגדי עבודת כוכבים, וכמה דרלי, אם כן, למה לא אסור בהנאה מכלל, בעבודת כוכבים, אסור פרשיו. Donc tout ce qui est les pérèches, donc tous les déchets de la bête, sont également interdits בהנאה. La Gemara demande, Vele darle, mishum deité sur béné. La Gemara demande, pourquoi Rabbi Yoshua, il n'a pas répondu à la question qui lui a été posée? Pourquoi il est interdit seulement à la consommation et pas en tirer profit? Rabbi Yoshua, il aurait pu lui répondre une réponse simple. On interdit au profit seulement si l'interdit est visible. Là, le fromage en soi, il est cachère. Seulement, il a macéré, il a fermenté dans la keva, dans les intestins de la bête pas cachère. Les intestins de la bête pas cachère, ils sont visibles? Non. Donc, ce qui n'est pas visible, c'est pas interdit au profit. C'est interdit à la consommation, mais pas à tirer profit. Donc, pourquoi Rabbi Yoshua n'a pas répondu à Rabbi Ishmael? La raison pour laquelle le fromage est interdit uniquement à la consommation et il n'est pas interdit d'en tirer profit, c'est parce que le issour n'est pas visible. Pourquoi il n'a pas répondu ça? Velidar le mishum de'itel isura be'ene, de amuria serabanan de asrou be'ana, maitama, la mishum de'itel isura be'ene. On m'a dit pour la même raison que le mourias, dans lequel il y a un ajout, un mélange, n'est-ce pas, de vin. Non? Donc le mourias, ils ne l'ont pas, justement, ils ne l'ont pas interdit Béana parce que l'interdit n'est pas visible. Donc là aussi, pareil, pour le fromage, on devait dire la même chose. Et donc ça devrait être autorisé Béana, pas la consommation, mais d'en tirer profit. Donc Déa mourias, c'est rabbin de la sour Béana. Maïtama, lav mishum, delitlé sur Béné. Amré, non, il y a une différence entre le mourias et la gvina. Acha, kevan de okme, kamokim. Chachivi keman delitlé sur Béné. Le fromage qui passe pour le rendre fromage, il faut le mettre dans cette keva. Cette keva va permettre là que le fromage soit saisi, soit mitkayem. Mitkayem, ça devient chachou. On sait que dans toutes les notions de bitoul, ou les notions de quand on dit quelque chose, un issour n'est pas visible, il y a différentes manières que la chose soit visible et perçue. Visible, il y a visible physiquement, il y a le goût, il y a la forme également.
Là, ce fromage, c'est seulement ce procédé-là, il est nécessaire pour que le fromage soit fromage. Donc, quand je vois un fromage, eh ben, je vois l'origine de l'interdit qui est la keva de la Avodazara. Et donc, c'est pour ça que Rabbi Yoshua n'aurait pas pu répondre que la raison pour laquelle c'est Moutar Be'ana, c'est parce que l'interdit n'est pas visible. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'interdit, il est visible, parce qu'il est devenu fromage grâce à ce procédé-là. On se retrouve demain, Bezrat Hashem, il nous reste vraiment quelques lignes avant la Mishnah, mais voilà, la fin de la Mishnah, puisque Rabbi Yoshua n'a pas su répondre à la question, et la Mishnah nous a dit, ici, au Davar Acher, il a détourné la discussion à un autre sujet, Kitovim Dodecham Yain, à savoir le sens de ce pasouk-là, Knesset Israël, comme la Gemara va dire, Knesset Israël a dit, Tovim Dodecham Yain, les interdits et ce que les Chachamim ont développé de la Torah, donc ça veut dire que ce n'est pas les interdits propres et les propres de premier degré de la Torah, et ben je leur donne plus de considération que la Torah elle-même. Et on sait ailleurs, d'ailleurs, dans l'autre sens, c'est marqué que tout celui qui transgresse les interdits de Chachamim, eh ben, il est chayav mita, c'est plus sévère que s'il avait transgressé un interdit de la Torah. Et pourquoi? Parce qu'en réalité, les interdits de Chachamim, comme ça il nous dit le Ran, les interdits de Chachamim, c'est des barrières à la Torah. Celui qui transgresse l'interdit de Chachamim, c'est-à-dire qu'il ne tient pas compte de la barrière. C'est-à-dire qu'il considère que les barrières, c'est quoi? C'est montrer la chashivut de la Torah, c'est montrer l'importance de la Torah. Si on n'a pas de considération pour les barrières, c'est qu'on n'a pas de considération pour la Torah. C'est pire de ne pas avoir de considération pour la Torah que de transgresser la Torah. D'accord? Donc ça, c'est un chidouche terrible du Ran. C'est pour ça, c'est ce que l'Agmar nous dit. Transgresser les interdits de Rabbanan, c'est pire que de transgresser, c'est condamnable plus sévèrement que de transgresser un interdit de la Torah. Pourtant, on fait toujours la différence